Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'ouvrir la première séquence du module sur la relation d'aide. Celui-ci est divisé en 3 séquences complémentaires. La première vous permettra d'aborder la notion de relation d'aide au sens large du terme. La seconde abordera plus spécifiquement la notion d'écoute et enfin, la troisième vous permettra d'approfondir la notion d'observation. Ces 3 séquences sont interconnectées et liées au contenu du module sur la bientraitance. Cette séquence a pour objectif de vous permettre, bien sûr, de connaître les principes fondamentaux de la relation d'aide, mais aussi et surtout de comprendre ce qui est essentiel dans la relation qui s'établit et que c'est pour que celle-ci soit de qualité et que l'écoute soit efficace. Pour atteindre cet objectif, nous allons balayer de manière générale les savoir-faire et savoir-être indispensables pour l'accompagnant, ainsi que la place de l'enfant au sein de l'accompagnement. Il est à noter que le contenu de ce module est transposable avec n'importe quel public, par exemple avec des personnes âgées à domicile ou en EHPAD, ou encore auprès d'adultes en situation de handicap. Dans les foyers d'hébergement, les foyers d'accueil médicalisés par exemple, on pourrait également citer les IME, les instituts médico-éducatifs, accueillant des enfants et des adolescents. Ces quelques exemples sont bien sûr non exhaustifs. Mais auparavant, nous allons nous attarder quelques instants sur la signification de cette notion. En effet, la relation est-elle forcément une relation d'aide ? Eh bien non. On peut tout à fait être en relation avec quelqu'un sans être dans une relation d'aide. Par exemple, lorsque vous discutez avec un collègue, vous êtes dans la relation, mais pas dans l'aide, sauf exception ou cas particulier bien sûr. Mais pour que la relation devienne une relation d'aide, il faut que l'un des deux soit en difficulté. Vous trouverez peut-être un peu ce terme un petit peu trop fort, et dans ce cas, considérez simplement que l'un des deux puisse avoir besoin d'un soutien. La relation d'aide est véritablement un accompagnement spécifique, qui, me semble-t-il en tout cas, devrait être un savoir-être naturel. Qu'il soit entre l'auxiliaire de vie scolaire et l'enfant scolarisé, l'aide médico-psychologique et l'enfant handicapé, ou entre l'auxiliaire de vie sociale et la personne âgée, ou encore l'auxiliaire de puériculture et le nourrisson, ou plus simplement et plus communément entre les parents et leurs enfants. Il est quand même intéressant de se demander quelle place allons-nous donner à l'enfant dans la relation ? C'est justement ce que nous allons développer dans ce second point. L'enfant et son bien-être doivent être au centre des préoccupations de tous et des actions menées par tous, dans son intérêt. Seulement, si ça lui est imposé, il risque d'être objet du dispositif d'accompagnement. Mais alors, comment inverser la tendance et le rendre sujet de l'accompagnement ? C'est assez simple. Il suffit de prendre réellement en compte les souhaits et envies de l'enfant, de le faire participer à l'élaboration du projet d'accompagnement. Donc, en d'autres termes, de le rendre acteur de l'accompagnement, de l'impliquer. Par contre, rendre l'enfant acteur de l'accompagnement va nécessiter du dialogue entre les adultes intervenants et une volonté de valorisation de la qualité existentielle de l'enfant. Et aussi un petit peu d'altruisme de la part de l'adulte. Il va être important que l'accompagnant adopte une posture particulière pour que la relation établie soit véritablement une relation d'aide. On parle également de savoir-être. Vous allez me dire, savoir-être, c'est un joli mot, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Eh bien, ça implique, dans un premier temps, d'instaurer une relation de confiance avec la personne aidée. La confiance est très importante, car sans cela, l'accompagnement est voué à l'échec. Pour que ce soit plus concret, demandez-vous si ça vous est facile, à vous, d'accepter les remarques ou les suggestions de quelqu'un dont vous vous méfiez ou que vous n'appréciez pas. Transposez-le à l'enfant et vous aurez la réponse. Dans un second temps, il est nécessaire de ne pas juger l'autre et de l'accepter tel qu'il est, de le respecter. Cela implique d'accueillir l'autre sans jugement et de faire preuve de tolérance.
En effet, les rythmes et les capacités d'apprentissage peuvent varier d'un individu à l'autre. Dans un troisième temps, il est nécessaire d'être sincère et bienveillant avec autrui. Cela implique d'envisager les situations de manière positive et honnête, que nos paroles soient en adéquation avec nos émotions, ça c'est la sincérité, et aussi de croire en nos actions pour être crédibles. Car si vous ne croyez pas en ce que vous faites, personne n'y croira à votre place, et surtout pas l'enfant accompagné. Enfin, ça implique d'être responsable de ses actions. En clair, il faut assumer nos actes, ne pas chercher de coupable pour se déculpabiliser ou se déresponsabiliser. On entend souvent « ce n'est pas de ma faute parce que… » Eh bien si, c'est aussi de notre faute, car nous avons tous une part de responsabilité dès qu'il s'agit de relations. L'instauration de la relation d'aide est facilitée par l'acquisition des savoir-faire. Il concerne plus spécifiquement les attitudes et comportements que nous allons adopter. Comment sait-on que la relation qui est établie, ou comment sait-on plutôt que la relation est établie avec une personne? Je vous propose une petite situation. Un enfant est en train de jouer et ne vous répond pas lorsque vous lui parlez. La relation est-elle établie à cet instant? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que non, car il n'y a pas de réaction observable de la part de l'enfant. Par contre, si l'enfant tourne la tête vers vous lorsque vous lui parlez, la relation est-elle établie? Eh bien oui, car il y a une interaction entre les deux individus. Mais il ne s'agit pas encore d'une relation d'aide, il s'agit juste d'une entrée en relation. Si l'enfant a tourné la tête, c'est qu'il vous a entendu et il cherche le contact par le regard. Je conclurai cette entrée en matière en disant que l'entrée en relation passe par le regard, la parole et le toucher. Regarder la personne à qui l'on s'adresse, c'est la considérer. L'accompagnant va chercher ce contact avec le regard, il va donc se mettre à la hauteur de la personne accompagnée, que ce soit un adulte ou un enfant d'ailleurs. Il va chercher à croiser le regard et à se rapprocher de lui ou d'elle pour lui parler. À titre d'exemple, c'est quand même plus agréable de parler à quelqu'un qui est à côté de soi plutôt qu'à 10 mètres. Et ça facilite aussi la communication. Le regard n'est pas le seul moyen utilisé pour entrer en relation avec autrui. La parole joue un rôle important. Il est nécessaire de parler calmement et sans agressivité, sans crier, et avec un débit verbal pas trop rapide, de manière à faciliter la compréhension. Lorsque l'on parle de parole, du regard ou du toucher, nous abordons des notions transversales qui sont développées de manière complémentaire dans le module de la bientraitance. Pour une relation d'aide de qualité, le contact physique devra être non agressif et respectueux. L'accompagnant se doit d'être humble face à la personne aidée. Instaurer la relation, et plus particulièrement une relation de confiance avec la personne aidée, n'est que la première étape de la relation d'aide. Pour que celle-ci soit effective et efficace, d'autres compétences sont à acquérir ou développer, notamment l'écoute et l'observation qui font l'objet des séquences 2 et 3 de ce module. À bientôt. Cette séquence vous a été présentée par Christelle Gogo et réalisée par Fabrice Darrégran et Christelle Gogo sous la direction d'Annabelle Feuillafé.